Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour une explication de la paracha de Shlach Lecha. Paracha de Shlach Lecha qui est une paracha vraiment pivot, puisque dans l'histoire des Bnei Israël, elle va avoir une importance fondamentale. C'est vraiment à la fois, on va dire, la fin et le début. Et le début d'autre chose. La paracha de Shlach Lecha, on peut globalement la compartimenter en trois grandes parties. La première partie qui est évidemment la notion des explorateurs. Je rappelle que les Bnei Israël, on est le 29 Sivan, puisque le 20 Sivan, ils ont quitté le Har Sinaï, ils ont cheminé derer Shloshet Yamim pendant 3 jours jusqu'à arriver à ce qu'on appelle Chatzerot, et à partir de Chatzerot, ils y sont restés une semaine en attendant que Myriam puisse guérir, c'était la paracha de la semaine dernière, puisse guérir de la Tsaraat, et donc 23 plus 7, ça fait 29. Ils arrivent le 29 Sivan, ils arrivent donc Vayachanou Bemidbar Paran, ils campent Bemidbar Paran aux environs de Kadesh, et donc ils vont envoyer les explorateurs. C'est la première partie de la paracha, c'est donc l'envoi des explorateurs, des Meraglim. On va pouvoir aussi leur donner la traduction d'espions, ils vont venir espionner. Et donc il va y avoir leur retour et leurs propos par rapport à tout ce qu'ils ont pu récolter comme information, enfin récolter au sens propre et au sens figuré, on va le voir, durant 40 jours. Ça va être globalement la première partie de la paracha. Le milieu de la paracha, la deuxième partie, pardon, c'est celle où on va voir la réaction. La réaction d'Akadosh Baruch Hu notamment par rapport à la complainte des Bnei Israël, puisqu'on va nous dire ce verset qui est terrible. Vatissa kol ha'ida vaïtenu et kolam, et toute l'assemblée, Vatissa kol ha'ida, elle s'est soulevée, vaïtenu el kolam, et ils ont donné leur voix, vaïfku ha'am balayla ha'ou, vaïfku ha'am balayla ha'ou, ces 4 mots, ils sont venus sceller le destin des Bnei Israël de Dor Hamidbar, de Dor Dea. Vaïfku ha'am balayla ha'ou, 4 mots, 40 ans dans le désert, c'est la fin pour tout le monde globalement, c'est ça qui va se passer, puisque tout le Dor va mourir. Et c'est donc la deuxième partie de la paracha, c'est celle où Akadosh Baruch Hu va y avoir une discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu pour savoir mais que faire. Que faire de ces Bnei Israël, Ad Ana Yenaratsuni Ha'amazé, qui ne cesse de se plaindre, de se complaindre, qui ne cesse de me mettre à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu va dire Vainasu oti ze'aiser pe'amim. C'est la 10e fois dans la Torah où les Bnei Israël, depuis que je les ai sortis d'Égypte, ils se plaignent en étant malheureux de leur sort et en disant on a envie de retourner en Égypte. Et donc on va avoir ce milieu de la paracha qui va se consacrer globalement à tout l'échange, tout le dialogue avec Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Et il va y avoir un épisode un peu particulier qui mériterait un shiur en soi, qui est celui des Marapilim. Celui des Marapilim, c'est l'idée justement qu'il y a des Bnei Israël, une partie des Bnei Israël du moins, qui vont comprendre leur erreur et vont vouloir absolument s'obstiner. Marapilim, ils vont s'obstiner pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Évidemment, ça va être une catastrophe, puisqu'on nous dit que va Yered Amaleki ve'akenarani, Amalek, l'Amalécite et le Cananéen, Hayoshev Baharaou, qui résidait dans cette montagne-là, va Yakum, va Yakatum ata Horma, ils les ont donc frappés, ils les ont exterminés, ad Horma jusqu'à Horma, ça s'est très mal passé. Et on arrive avec la fin de la paracha, avec là aussi en fait cette troisième partie de la paracha qui mériterait aussi un shiur. Évidemment, Chas v'Shalom, toutes les parties de la Torah, elles méritent qu'on puisse les approfondir. Mais cette troisième partie, elle vient ici, on va dire, imbriquer des sujets qui semblent n'avoir pas forcément de lien direct avec les épisodes qui ont été relatés, notamment Minchat Nesachim et ce qu'on appelle les Nisuchim. Minchat Nesachim, c'est l'oblation de farine en fait qui a accompagné chaque korban arola. Et les Nisuchim, c'est ce qu'on appelle Nisuch Hayayin, c'est les libations. En français, on a les oblations de farine et les libations de vin. Globalement, ça va être les deux idées. À cela va être ajoutée la mitzvah de la chala, qui est une des 24 matanot, un des 24 privilèges qu'on donne au Kohen, ce qu'on appelle Afrashat Chala. D'ailleurs, c'est un Shabbat particulier où c'est une ségoula justement de faire Afrashat Chala. Et on a un korban tout à fait particulier qui est un korban justement de Shogeg pour la Keïla. C'est un korban qu'on apporte lorsque toute la Haïda, toute l'assemblée s'est rendue coupable d'une seule et même faute. C'est un peu le cas de notre paracha. Et ensuite, on va nous raconter évidemment l'histoire du Mekoshesh Haritzim, qui est une histoire un peu particulière où c'est un homme qui va profaner le Shabbat. Et ça va très mal se passer aussi pour lui. Et on termine avec la mitzvah des tzitzit. Donc vous voyez, on a une dernière partie de la paracha qui est assez riche, d'accord, qui va d'une thématique à l'autre, d'accord. On l'a souvent dit, la smichut à parashiot, c'est quelque chose d'intéressant, le lien qu'il existe entre chaque paracha. Mais moi, je voudrais avec vous essayer de reprendre le début. Le début de la paracha, je ne vais pas être très original, mais je vais peut-être être original dans la méthode. Alors pourquoi la méthode? Parce que ce qu'on va faire ensemble, c'est un shiur qui me tient à cœur parce que on va combiner, on va dire, deux méthodes qui sont chères à mes yeux, à savoir la pashtanut
essayer de réfléchir Bepshat Apashut avec les mots de la Torah, le sens simple, le sens premier, et à partir de là, essayer de décoder, d'extirper un chidouche, un pshat. Ça va être la première partie de ce shiur, la première partie. Et la seconde, on va essayer vraiment de comprendre en fait à partir du chidouche, de ce qu'on aura pu extraire, de ce qu'on aura extrait en première partie. On va essayer ensemble d'y donner un relief peut-être psychologique. Essayer de comprendre, mais pourquoi on en est arrivé là? Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe exactement? Et on va essayer donc d'associer, c'est un peu l'objet de Psynagogue, essayer d'associer à la fois une lecture du Pshat, et à partir de cette lecture du Pshat, lui donner un relief presque dans la compréhension psychologique des choses. Globalement, ça va être ça. On va s'attaquer donc à la première partie. Première partie, ça va être de la Pashtanut. Et vous savez qu'un des prérequis pour essayer de relire, et je dis bien relire le texte de la Torah, et parfois de le découvrir avec les yeux d'un enfant, on en a parlé la semaine dernière, ça va être essayer de s'affranchir de tout ce que vous savez. Vraiment, je vous invite, voilà, essayez de faire cet effort-là, de redécouvrir le texte, de repartir à zéro, vous ne savez rien de ce qui va se passer. Vous ne savez rien, et ensemble, on va relire le texte de la Torah, et je vais m'amuser à vous poser une question. Je vais commencer par une seule question, qui est toute simple. La paracha des Meraglim, c'est quoi? C'est globalement, on va voir que c'est des explorateurs qui vont être envoyés pour espionner la terre de Kénaran, Eretz Kénaran, et faire un compte-rendu au Bnei Israël. Par rapport à tout ce processus, par rapport à toute cette histoire, je vous pose simplement la question, qui demande quoi? Qui demande quoi? Ça s'arrête là. Le qui est à l'origine de cette demande, d'accord? Et là, tout de suite, vous avez dans vos têtes toutes les réponses qui fusent, mais je vais vous demander de vous arrêter. Le qui. Et demande quoi? Qu'est-ce qu'on demande exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Encore une fois, les Bnei Israël, ça fait plus d'un an qu'ils sont dans le désert. Ils sont restés quasiment un an au Har Sinaï. Ils arrivent le 29 Sivan, plus d'un an après la sortie d'Égypte. Ils vont rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la frontière. Qui demande quoi? Et on va essayer de s'attacher à ces deux questions, d'identifier qui et d'identifier ce qu'on demande à partir du pshat. Et vous allez voir, moi le premier, qu'on va être étonné de découvrir ensemble que ce qu'on a cru parfois, que ce dont on s'est nourri toutes ces années, c'est pas forcément ce qui est marqué dans la Torah. Et vraiment, je vous invite peut-être même à faire l'exercice Shabbat autour de votre table. Posez la question, Tachles, c'est qui? Qui est à l'origine de cette demande d'envoyer des explorateurs? Qui est à l'origine? Alors, globalement, avant d'attaquer le texte de la Torah, on va avoir peut-être trois possibilités. La possibilité, en fait, celle qu'on connaît tous, à laquelle on est tous invités, c'est celle des Bnei Israël. Peut-être que les Bnei Israël, le peuple en soi, a demandé à ce qu'on envoie des explorateurs. C'est ce qu'on a tous retenu, honnêtement. Mais on va relire le texte. Peut-être les Bnei Israël. En second lieu, on a peut-être la possibilité de dire Moshe Rabbeinu dans cette histoire. C'est peut-être Moshe Rabbeinu à l'initiative de Moshe. Là aussi, c'est quelque chose qui nous y vient. Donc Moshe Rabbeinu, ce serait une deuxième possibilité. Une troisième possibilité, ce serait de dire que c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc vous voyez que quand vous posez la question de qui, il y a trois acteurs qui se dessinent. Ou bien c'est Hachem, ou bien c'est Moshe Rabbeinu, ou bien c'est les Bnei Israël. Et moi j'aimerais vous apporter une réponse à Pipchat, juste à Pipchat. Et la réponse à Pipchat, elle nous est donnée dans le premier verset grâce à Dieu. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Littéralement, et l'Éternel a dit à Moïse, les morts, pour répéter, pour dire, Shelach lecha anashim. Envoie, lecha, pour toi, des hommes. Qui demande quoi? Pour l'instant, le qui, c'est Hachem. D'accord? Mais Pshat Apashut, en lecture primitive, en lecture initiale, c'est Dieu qui demande à Moïse d'envoyer des explorateurs. Vaïdaber Hachem, El Moshe, les morts. Ça, c'est dans un premier temps ce qu'on pourrait dire. Mais on va voir en fait qu'en lisant le texte de la Torah, il y a comme une tension qui semble se dégager. La première tension, c'est le lecha. On le sait tous. Shelar lecha, bishvilcha, pour toi. À ta demande. Pour toi, Moïse. Donc un premier terme qui vient peut-être, on va dire, nuancé. C'est peut-être Moïse alors. Mais alors pourquoi c'est Hachem qui lui demande? Mais pire que ça, on va voir que dans tout le début de la paracha, dans le Pshat Apashut, il y a cette tension. Pourquoi il y a cette tension? Parce que à plusieurs reprises, la Torah va répéter, troisième verset de la paracha, Vaishlach Otam Moshe. Littéralement, et Moïse les a envoyés. C'est Moïse qui les a envoyés. Vaishlach Otam Moshe. Première fois. 17e pasuk, Yud Zain, Vaishlach Otam Moshe la tour et Eretz Canaan. À nouveau. On n'était pas au courant. Vaishlach Otam Moshe la tour et Eretz Canaan. Après nous avoir cité tous les noms des Meraglim, tous les différents noms, on nous répète à nouveau. Une information qu'on n'avait pas déjà, on l'avait déjà. C'est pas terminé. Vaishlach Otam Moshe. La Torah, elle continue en disant, Ma'aretz, etc., etc., etc. Et je l'ai vu à nouveau, je l'ai vu une troisième fois. Uitem et Haaretz, Ma'aretz. Mais Israël, Ma'aretz, très bien. Karton Lachem. Vayaralou, Vayaturu. Bon, je l'ai pas le troisième.
Mais je l'avais vu une troisième fois, il me semble. Bon, on voit que la Torah, elle insiste pour nous dire que Vaishlach otam Moshe. C'est bien Moshe. Ah voilà. Ele Shemot Anashim, Asher Shalach Moshe, la tour est à Haaretz. Voici les noms Shemot Anashim, Asher Shalach Moshe que Moïse a envoyé. Vaishlach otam Moshe. À 3 reprises, on nous donne la même information. Première fois, avant de nous donner les noms des explorateurs. Deuxième fois, après nous en avoir donné les noms. Asher Shalach Moshe la tour est à Haaretz. Troisième fois à nouveau. Vaishlach otam Moshe la tour est à Haaretz Kenah. C'est ok, on a compris. Mais depuis le début, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a demandé. Alors pourquoi tu dis que c'est Moïse? Pire que ça. Vous allez voir qu'il y a cette expression un peu étrange. Au premier, Vaishlach otam Moshe. Vaishlach otam Moshe memidbar paran, alpi Hashem. Alpi Hashem. Sur l'ordre, sur la bouche de Dieu. Sur la bouche de Dieu. Donc c'est bien Dieu qui lui a dit. Alors pourquoi je le répète à nouveau? Pourquoi à nouveau j'ai besoin d'insister? Je comprends pas. Depuis le début, on nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Un enfant, il s'assoit, il lit, c'est Hashem, papa, c'est Hashem qui a demandé à Moïse d'envoyer les explorateurs. On a compris que c'est Moïse qui les avait envoyés alors. Pourquoi je le répète plusieurs fois? Vous voyez qu'il y a cette tension. De prime abord, Bepshat Tapachut en lecture simple, c'est Hashem qui a demandé. Avec une lecture un peu nuancée, on sent que dans le texte, il y a une insistance. Vaishlach otam Moshe, Asher Shalach Moshe la tour et Haaretz. On sent que le texte, il a envie de nous inviter à comprendre, c'est pas tout à fait l'initiative, il semblerait qu'elle vienne pas tout à fait d'Akadosh Baruch Hu. Alpi Hashem, ça a dû passer par Akadosh Baruch Hu. Aval l'initiative, à l'origine, c'est peut-être pas Hashem, c'est peut-être Moïse. En tout cas, vous voyez, et c'est ça qui est étrange, et c'est moi le premier qui s'est surpris, que Bepshat Tapachut, dans la lecture de la Torah, on va dire simple, les Bnei Israël n'apparaissent en aucun cas. À aucun moment donné, on nous explique que c'est les Bnei Israël qui ont voulu absolument envoyer des explorateurs. On est tous d'accord sur ça. À la réponse du qui, poser la question Shabbat, qui a demandé? Très certainement 90%, on va vous répondre, c'est les Bnei Israël. Début de la paracha, les Bnei Israël, ils n'ont rien à voir avec cette histoire. C'est soit Kadosh Baruch Hu, c'est soit Moïse. L'un ou l'autre, à savoir. Ça, c'est la question du qui. Mais vous voyez bien qu'il y a une tension, qu'on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. On sait que l'ordre vient d'Akadosh Baruch Hu, mais la Torah insiste pour nous faire dire que c'est Moshe, Shlach Lecha, Vaishlach otam Moshe. Ma Abshat, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Donc même dans la question du qui, on reste embêté. On la garde. Je vous ai posé une deuxième question. Qui demande quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on demande? Et là, pour savoir ce qu'on demande, il va falloir regarder ce que Moïse va demander aux explorateurs. Moshe Rabbeinu, globalement, il va leur demander 3 choses. D'accord? Je vais le faire pas dans l'ordre de la Torah, mais dans l'ordre préférentiellement par rapport à mon analyse. Il va demander Vehed ha'am hayoshev alea. Première chose, le Ham, le peuple qui réside sur la terre. Le peuple qui réside sur la terre. Alors pourquoi? Echazakhu arafé. Est-ce qu'il est puissant ou bien il est plutôt faible? Hamarat ou imrav. Est-ce qu'il est comment dire, réduit ou bien il est nombreux? D'accord? Bon, on a le sentiment, on a l'impression que c'est à des fins stratégiques, à des fins militaires. Et toute la question des Meraglim, le sens d'espion, d'espionnage, ça prend tout son sens. Le premier enseignement extérieur de l'histoire, la naissance du Mossad, elle se fait dans la paracha de Shlach Lecha. Shlach Lecha, on est là pour espionner les capacités militaires du peuple, qu'on va très certainement affronter. Deuxièmement, la deuxième chose que Moshe Rabbeinu va demander, elle va confirmer cette hypothèse. Uma Harim, et les villes en soi. Asheru Yoshev Bahena, dans lesquelles il réside, Abe Machanim, Ibe Mitzarim. Comment est-ce qu'elles sont fortifiées? Est-ce qu'elles ne sont pas fortifiées? Donc là aussi, la deuxième chose, c'est Harim, ce qu'on appelle les villes. Et là aussi, de savoir s'il y a des remparts, de savoir les points stratégiques, ça rentre encore dans cette dimension-là, et ça vient appuyer le fait que les Meraglim étaient des espions. Très bien. Il y a une troisième chose que Moshe Rabbeinu va demander, qui est à la fois la première, et à la fois peut-être une des dernières choses, mais qui en fait, lorsqu'on en prend conscience, on saute de sa chaise, Uma haaretz. Uma haaretz, et la terre. Asher hu yoshev ba. Hatova hu hi imra'a. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Hashemenahi, est-ce qu'elle est grasse? Imraza, ou bien non? Ayesh ba'etz, y a-t-il des arbres fruitiers? Im'ain, ou il n'y a pas d'arbres? Moshe Rabbeinu, Moïse, il demande, donnez-nous des renseignements sur la qualité de la terre. Alors, Mechila, je m'excuse, mais à des fins militaires, il n'y a aucune raison, ou du moins ça ne change rien, que de savoir si cette terre, elle est productive ou pas. Si cette terre, il fait bon d'y vivre ou pas. Donc, dans cette demande, il y a quelque chose de déplacé. Pourquoi il y a quelque chose de déplacé? Parce qu'on a le sentiment que ici, Moshe Rabbeinu est en train de demander quelque chose de conditionnel, du moins s'il le demande. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on y aille? Est-ce que la terre, ou Maharetz, est-ce qu'il y a Hatova Imra'a, Hayesh Ba'etz, est-ce qu'il y a des... Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais Rila, mais c'est une nachala, c'est un héritage.
Avot Akdoshim, Avraham Avinu, la première fois qu'il arrive Parashat Lech Lecha en terre de Kénaran, Vayir Ra'av Ba'aretz, il y avait la famine. Et alors, pour autant, ça n'a pas empêché qu'il l'hérite. Alors oui, il est descendu en Égypte, mais quand bien même il est descendu en Égypte, la terre, elle était en héritage. On a l'impression que dans cette demande, cette troisième demande, il y a quelque chose de conditionnel. Ah, si elle est bonne, pourquoi pas? Si elle n'est pas bonne, bon, on va peut-être hésiter. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette demande-là? Encore une fois, Ouma Haram, Ouma et Harim, à quoi ressemble le peuple? Est-ce qu'il est nombreux? Est-ce qu'il est armé? Et Harim, les villes et ainsi de suite. C'est justifié d'un point de vue militaire. Mais la terre en soi, la qualité de la terre. Mais c'est pas à moi de juger, même si elle était mauvaise. Même si elle était mauvaise. Imra'a, si elle était mauvaise. Im en aïn, s'il n'y a pas de haaretz peri, s'il n'y a pas d'arbre fruitier. Et alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça change? D'autant plus que est-ce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas en train d'aggraver les choses? Est-ce que cette demande-là, alors je dis Moïse, en vérité, on a dit que le qui, c'était pas tout à fait. Mais cette demande-là, elle risque d'aggraver les choses. Si jamais ça se passe pas bien, si la terre est pas. Bon. Ou le cartem pire que ça. Dans cette demande, ou le cartem mi peri haaretz, vous allez prendre des échantillons. Mais jusqu'où ça va? Il faut prendre un échantillon pour voir si ça va bien. Et effectivement, les Meraglim vont ramener des échantillons. Ils vont prendre donc Eshkol Anavim, une grappe de raisin, une grande grappe de raisin. Etc. Et les Bnei Israël, ils ont vu les échantillons. Ils ont vu regardez à quoi ça ressemble. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Ça va t'empêcher d'y aller? Si c'était la famine, il aurait fallu y aller. Si c'était l'abondance, il aurait fallu y aller. Pourquoi il y avait besoin de demander ici si la terre était bonne ou mauvaise, si elle était grasse ou elle était aride, s'il y avait des fruits ou pas, il fallait ramener des échantillons. Je ne sais pas le malaise, c'est comme si on est en train de dire, on n'est pas certain du cadeau que Kadosh Baruch Hu est en train de nous donner. On a une question sur le qui. Qui fait cette demande? Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël. De prime abord, on est en Safek, on hésite entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Le quoi? Qu'est-ce qu'il demande? À des fins stratégiques, à des fins militaires, le peuple, pas de problème. Les villes, pas de problème. Mais la terre en elle-même, la qualité de la terre, mais là, ça n'a pas sa place ici. Ça n'a pas sa place ici. Vous voyez qu'on a un problème avec le qui et avec le quoi. On a un problème dans le Pshat Hapachout pour savoir, mais qui demande exactement quoi? Qui le demande? Akadosh Baruch Hu, Moshe, les Bnei Israël. Les Bnei Israël, Bichlal, on les oublie. C'est Akadosh Baruch Hu, Moshe. Et quoi? On ne comprend pas pourquoi il faut amener un jugement sur la qualité de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Alors quand on a des questions, Al-Bipshat, il y a plusieurs techniques. Une des techniques qui est utilisée, c'est celle d'identifier un mot qui va revenir, et ce mot, essayer d'aller voir notamment les différentes occurrences dans la Torah dans lesquelles il se trouve. Maintenant, je vais vous dévoiler une autre botte secrète, qui peut-être pour certains d'entre vous n'en est pas une, mais je vous la donne. Une des autres façons, en fait, parfois, de révéler ce qui se passe dans le pshat, comment ça s'est véritablement passé, c'est peut-être d'aller voir comment une des personnes concernées a pu le décrire. Ce que je veux dire par une des personnes concernées, vous savez que la Torah, c'est assez vaste, il y a les Nevi'im et il y a les Ktuvim. À différents endroits des Nevi'im et des Ktuvim, des livres des prophètes et des livres, ce qu'on appelle des hagiographes en français, les Ktuvim, parfois on relate à nouveau l'épisode qui a eu lieu. Par exemple, je vais vous donner l'exemple des Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est ce qu'on appelle le livre des chroniques. Et là-bas, on refait l'histoire de l'humanité. Et donc, finalement, en analysant Divrei Hayamim, dans les hagiographes, comment finalement c'est dans ce qu'on appelle Divrei Hayamim, le mot il m'échappe en français. Les chroniques, Divrei Hayamim, les chroniques. En allant regarder dans Divrei Hayamim comment ça nous est relaté, ça nous donne des éléments parfois en plus. Je vous donne un autre exemple, par exemple les Teilim. David Ameller, souvent il y a des épisodes de la Torah qui relatent. Alors la difficulté dans David Ameller, c'est que les Teilim, c'est un lachon, c'est une formulation qui est très allégorique. Donc c'est difficile d'avoir, on va dire, une représentation, on va dire, réelle, entre guillemets, ou concrète, ou proche du pshat par rapport à David Ameller. Mais avant Divrei Hayamim, avant le livre des chroniques, avant les Teilim, avant David Ameller, on a une version on a un témoin qui nous explique ce qui s'est véritablement passé. Et ce témoin, c'est qui? Ce n'est autre que Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem, on a le Sefer Dvarim. Le Sefer de Dvarim, c'est le 5e livre de la Torah, mais j'aimerais dire que c'est un 4 plus 1. Pourquoi 4 plus 1? Il y a 4 livres de la Torah plus 1 livre. Parce que le Sefer Dvarim, c'est notamment Moshe Rabbeinu qui reprend et qui réexplique comment tous les épisodes se sont passés. Et on a la version de Moshe Rabbeinu, qui nous relate. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire, et c'est un peu la botte secrète, se dire, mais si on hésite avec qui a demandé quoi, peut-être qu'on pourrait aller voir dans Sefer Dvarim comment Moïse a-t-il relaté ce fameux épisode des explorateurs.
Et là, vous allez comprendre qu'à Chipchat, on va répondre aux questions. Et tout va se résoudre. Il faut aller tout simplement dans la parashat Varim. Vous allez dans la parashat Varim au tout début. Il faut aller au verset, à partir du verset 22. Moshe Rabbeinu, très rapidement, d'ailleurs, c'est très intéressant d'analyser comment Moshe Rabbeinu il va appuyer ou il va insister sur certains épisodes plus que d'autres. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit justement de Shlach Lecha, comment Moshe Rabbeinu s'exprime? Vatikrevun Elai. Vatikrevun Elai. Vatikrevun Elai. Alors juste avant, je vous fais le verset 21. Re'e Natan Hashem Elokecha lefanecha et haaretz. Regarde. Dieu, l'Éternel, a donné devant toi la terre. Allez, Resh, monte et conquis-la. Kacher diber Hashem, comme l'a dit Dieu. Elohe avotecha, le père de le Dieu de tes ancêtres. Al tira ve al techat, n'aie pas peur, n'aie crainte. Vatikrevun Elai. Donc lorsqu'il a fallu entrer en fait en Eretz Kenaran pour conquérir la terre, Vatikrevun Elai, vous vous êtes rapprochés de moi. Kulchem, tous ensemble. Vayomeru, et vous m'avez dit, Nishlecha anashim lefanenu, vayarperu lanu et haaretz. Envoie pour nous, Nishlecha anashim lefanenu, devant nous, vayarperu lanu et haaretz, afin qu'ils puissent creuser, d'accord? Enfin, creuser dans le sens investiguer la terre, vayashivu otanu davar. Et donc ils vont nous rapporter, on va dire, leurs observations. Ah, Baruch Hashem. À la question de qui, on a la réponse. C'est à ce moment-là, Bepshat Apashut, pas dans le Midrash, pas dans la Gemara, pas Torah Shebe'alpe, Torah Shebirtav. Vatikrevun, et là, c'est vous qui vous êtes rapprochés. Vatomeru, et qui m'avait dit, Nishlecha anashim lefanenu. Envoie des hommes devant nous. On a enfin le fin mot de l'histoire. On sait enfin qui a demandé, mais Bepshat Apashut. Moshe Rabbeinu dit, c'est vous qui vous êtes rapprochés. Et Mistama, ce qui s'est passé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a pris conscience de cette demande. Et pour faire en sorte que cette demande, elle puisse, on va dire, revêtir quelque chose de divin, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Alpi Hashem. Vaïshlach otam Moshe. C'est ni Hashem, c'est ni Moshe Rabbeinu, c'est les Bnei Israël, à l'origine. Alors il a fallu que ça transite. Que la demande des Bnei Israël puisse transiter par Moshe Rabbeinu, puis Akadosh Baruch Hu. Mais on voit qu'à l'origine, elle vient des Bnei Israël. On sait c'est qui. Qui a demandé, on l'a dans le Pshat Apashut. Super, on a résolu ça. Maintenant le pourquoi, il nous reste le quoi. Qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement à l'origine? Nous dit Moshe Rabbeinu, nous dit la Torah. Venishlecha anashim lefanenu vayarperu lanu et haaretz. Vayashivu otanu davar. Ils vont donc nous rapporter les informations. Et haderech, notamment le chemin, asher na'aleba, par lequel nous allons entrer. Ve'et he'arim, et également les villes, Asher Navo Alehen, dans lesquelles on s'apprête à rentrer. Vaïtav Be'aina Yadavar. Et à mes yeux, ça m'est paru une bonne chose. Moïse, qui dit qu'effectivement, qui reconnaît, ça lui est paru une bonne chose. Vaikach Mikem Shene Masar Anashim Ishecha la Shabbat. Très bien. Et donc à partir de là, il a envoyé. Vous avez remarqué ce qui manque? À la question du qui, on y a répondu. Qui, c'est les Bnei Israël à l'origine. Moshe Rabbeinu, Vaïtav Be'ainai. Je doute, encore une fois, je me permets de m'arrêter un instant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mesure de vous dire, mais vadaï que c'est les Bnei Israël qui l'ont envoyé. Mais ils sont incapables de vous donner la source. Bepshat Apashut. Ils vont dire, je sais pas, c'est le Midrash, ces trucs. De trouver dans Dvarim que là-bas, c'est là que ça parle, je vous invite à les mettre au défi. Et à leur dire, à leur reposer, mais tout simplement, on lit Shlach Lecha, c'est ou bien Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Petite parenthèse. Maintenant, la question, c'est sur le quoi. Qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement? Ils ont demandé deux choses. Het Aderer, par où on rentre. Ve'et He'arim, et les villes. À aucun moment donné, les Bnei Israël ont demandé la terre est-elle bonne ou mauvaise? Haïm et speri, im haïm, y a-t-il des arbres ou il n'y a pas de fruits? À aucun moment donné, ils n'ont remis en question le caractère qualitatif de la terre. Mais alors d'où elle est sortie cette demande? Encore une fois, à des fins militaires, à des Baruch Haba, Baruch Hashem, Baruch Haba. Ils ont demandé, ils voulaient y aller. Et en tant que stratège militaire, ils ont dit écoute, Moshe Rabbeinu, on est prêt à faire la guerre, on est prêt à y aller, mais il nous faut des espions. On organise la stratégie. Mais à aucun moment donné, ils ont demandé, mais Hashemenaï Imraza, est-ce que la terre est-elle grasse ou est-elle aride? Hatova Imra, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Mais alors, qui est-ce qui a demandé, Ribono Shel Olam? Qui l'a demandé? Alors on va le faire par élimination. Si ce n'est pas les Bnei Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui va demander sur la propre terre qu'il est en train de demander, demandez-leur si elle est bonne ou mauvaise. Ça ne peut pas être Hachem. Et Lama, Bepshat Apashut, par élimination, qui a demandé? Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui fait la demande la plus inappropriée. Moshe Rabbeinu fait la demande la plus inappropriée. On l'a vu. Dans le quoi, on demande le peuple, on demande les villes, c'est les Bnei Israël. Pas de problème, à des fins militaires, stratégiques, c'est exactement ce qu'il fallait. Par contre, la terre, c'est pas les Bnei Israël qui l'ont demandé. Alors c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu.
Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Moïse? Qu'est-ce qui t'arrive d'avoir voulu rajouter cette demande? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette histoire? Ils n'ont rien demandé, les Bnei Israël. Pourquoi tu leur mets un doute? Pourquoi tu leur dis, bon, autant en profiter, on va demander à Tova Imra, finalement, si ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'y aller ou pas? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Moïse? Et c'est là où on va rentrer dans la deuxième partie du cours. La première partie du cours, la Pashtanut, le Pshat, c'était d'arriver à ce chidouche très précis. De comprendre que cette demande qui est la plus inappropriée, qui vient remettre en question la qualité de la terre, c'est Moïse lui-même qui l'a demandé. Ni les Bnei Israël, ni Akadosh Baruch Hu, encore moins. Moïse, à l'initiative de Moïse. Mais pourquoi? on a posé la question du qui, on a posé la question du quoi, et maintenant c'est la question du pourquoi. Et pour rentrer dans le pourquoi, c'est là où on rentre dans la deuxième partie du cours. Il me reste quelques minutes sur presque l'intérêt psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui a pris Moshe Rabbeinu de faire la demande la plus inappropriée de l'histoire? De mettre du doute, de semer du doute dans le cœur des Bnei Israël. Hatova i imra. Uma yarim, dans ça on l'a dit. Hashemenai imraza, hayesh ba'etz im'ain. Moshe Rabbeinu, tais-toi, ferme-la, mechila. Mechila, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et ramenez-moi des échantillons. On n'est pas sûr. Ramenez des échantillons. Pour répondre à la question de pourquoi, il faut se poser la question de à qui. Je suis beaucoup dans les propositions, dans Shiur. On a posé la question du qui, du quoi, mais pour répondre au pourquoi, il faut se poser la question, mais à qui s'adresse Moshe Rabbeinu? À qui il s'adresse? Et Moshe Rabbeinu, il sait très bien à qui il s'adresse. Ça veut dire quoi, à qui il s'adresse? Moshe Rabbeinu, quel peuple il a en face de lui? Il a un peuple qui, depuis le début, s'est exprimé peut-être sur un versant, et je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais le versant de la Ta'ava. Ce que je veux dire par le versant de la Ta'ava, c'est le versant de l'envie, de la pulsion, de la séduction. C'est un peuple qui a été nourri par Otot ou Moftim, des prodiges, des miracles. C'est un peuple qui a eu Anane Kavod, qui a eu la manne, qui a eu Kriyat Yamsouf. C'est un peuple qui se nourrit de fantastique, d'incroyable, qui se nourrit presque en fait de Ta'ava en fait. Vechi Ta'avahu la'inaim. Vechi Ta'avahu la'inaim, elle dit Chava. À propos elle dit Chava, elle dit la Torah à propos du Priya et Sadarat. Vechi Ta'avahu la'inaim. Moshe Rabbeinu, il sait qu'il ne va pas pouvoir convaincre les Bnei Israël d'entrer en Eretz Israël et de combattre jusqu'au bout. Il ne va pas pouvoir les convaincre. Il sait depuis le début, même si Vaïtav Be'aina Yadavar, et la chose, elle m'est parue bonne à vos yeux, mais j'imagine que Moshe Rabbeinu, elle m'est parue bonne même pour vous, en fait. Pour vous, à mes yeux, elle m'est parue bonne pour vous. Bonne pour vous parce que je vous sentais fébrile. Je vous sentais peut-être timide. Vous y allez à reculons. On l'a vu la semaine dernière avec la paracha de Be'alotecha. Les Bnei Israël Kemit Onenim, ils n'ont pas envie d'avancer. Laisse-nous tranquilles. Hashem ilachem lachem, va'atem tacharishun. Et là, on va faire des guerres. Je vous sens fébrile. Alors, je vais parler votre langage. C'est quoi votre langage? C'est le langage de la Ta'ava? Il n'y a pas de problème. Je vais vous donner des fruits. Je vais vous donner des échantillons. Bevada et Bevadaout, Moshe Rabbeinu. Il connaissait toute la grandeur et toute la productivité de la terre d'Eretz Israël. Mais il voulait appâter les Bnei Israël. Il voulait leur parler leur langage. Et leur langage, c'est quoi? C'est le langage de la Achila. C'est le langage de la Shtia. C'est le langage de la Ta'ava. C'est le langage de la nourriture, de la boisson, de la pulsion. Et ça, Moshe Rabbeinu, il le sait. Et pas plus tard que la semaine dernière. Pas plus tard que la paracha de Be'alotecha. Mi yachilenu basar. Mi yachilenu basar. Qui va nous donner de la viande? Les Bnei Israël, ils venaient de se faire brûler Esh Hashem par Hashem, et dans la foulée, ils demandent Mi yachilenu basar. Mais Moshe Rabbeinu, il sait qu'il a en face de lui un peuple qui est capable de mourir pour leur ta'avot, qui est capable de mourir pour un morceau de viande, pour des Slaves, des Slavines, pour des cailles, qui est capable de mourir parce qu'il a soif. Il est capable de mourir parce qu'il a faim. Et Moshe Rabbeinu, il se dit, mais si je veux leur donner des bonnes raisons de mourir, entre guillemets dans le sens où de se battre pour la conquête d'Eretz Israël, je vais parler leur langage. Et je vais leur apporter quoi? Eshkol Anavim. Rapportez-nous des échantillons. Les mêmes qui ont demandé Zacharnu et Adaga, paracha de la semaine dernière, on se souvient du poisson, les concombres, les pastèques. Alors c'est ça que vous parlez, c'est ça votre langage, je vais vous en ramener. C'est ça qui vous motive. Alors ramenez-leur. Moshe Rabbeinu, psychologiquement, il a parlé leur langage. Il leur a dit, ramenez-nous des échantillons que je puisse les motiver,
que leur envie, elle puisse les inciter à y aller. Qu'ils puissent se dire, mais waouh, incroyable, oui, on a envie de manger. Miya achilenu bassa, et adagim, on a envie de ça, alors vas-y, on y va. Moshe Rabbeinu, il a voulu parler leur langage. Il a voulu les motiver par l'envie. Il a compris que c'était un peuple qui était capable de mourir par envie, qui était capable d'aller au bout. Il est rentré dans leur psychologie. Alors évidemment, on va jeter un regard sur cette idée-là. Mais et j'ai envie d'appuyer pire que ça. J'ai deux preuves par rapport à ça. Akadosh Baruch Hu, il va dire notamment Vainasu oti ze'aiser pe'amim. Vous m'avez éprouvé à 10 reprises. À 10 reprises depuis la sortie d'Égypte. J'ai regardé ma Sechet Orchin là-bas. On nous les décrit. Les 10 fois où les Bnei Israël se sont plaints. Sur les 10 fois où les Bnei Israël se sont plaints, il y en a 2 qui concernent l'eau. Il y en a 2 qui concernent Maïm Lishtot. Ve'en Maïm Lishtot, on a soif. Il y en a 2 qui concernent la manne. La manne, ça tombe pas assez, ils sont allés chercher. Il y en a 2 qui concernent les slavim, l'écaille, la viande. Miyachilenu bassa. Autrement dit, sur 10 fois où les Bnei Israël ils ont éprouvé Akadosh Baruch Hu, il y avait 6 fois où c'était en rapport avec de la nourriture ou de la soif. Avec de la tava, avec de la achila et de la shtia. Majoritairement, il y a 60% des cas, 2 chances sur 3 où les Bnei Israël, lorsqu'ils se plaignent vis-à-vis du bon Dieu, c'est parce qu'ils ont soif ou ils ont faim. C'est ça leur langage, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Bon, le reste, évidemment, c'est Chet Ameraglim, Chet Aregel, il y a au niveau de Kriyat Yamsouf, juste avant Kriyat Yamsouf, mais c'est pour vous dire. Mais pire que ça, vous savez que quand les Béné Israël, les Meraglim vont faire leur compte-rendu, lisez là-bas la discussion dans le texte de la Torah, et à un moment, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que pour convaincre les Béné Israël, ils ont peur de mourir. Ils vont dire, quoi, Vailonu al Moshe, ils vont se plaindre. Lomatnu be'eretz Misraim, Dieu il nous a pas fait mourir en Égypte. Obamid barazel Lomatnu, ni dans ce désert. Velama Hashem eviu otanu, et là, il nous apporte l'inpol bacherev, pour mourir par l'épée. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de mourir. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Kalev et Yoshua, Kalev ben Yefuné, Vayomeru el kol adat ben Israël est mort. Il aurait répondu, Haaretz, la terre, Asher avarnuba la Tourota, qu'on a traversé pour l'explorer, Tova Haaretz meod meod, c'est une super terre. Mais je m'en fous, Kalev! Mais c'est pas ça le problème, Pshad, c'est quoi le problème? Les Bnei Israël vont se dire, on a peur de mourir. Et ils lui répondent quoi? Il lui répond, non, mais t'inquiète, Uma arrête, pardon, elle arrête, Achari, ça va être la voûte de vache. Le lait, il coule, le miel. Mais qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas ça le problème c'est que j'ai peur. Et dans un second temps, il dit, vous inquiétez pas, Vachem itanu al tiraoum. Hachem, il est avec nous, ne craignez rien. Mais ne craignez rien, mais pourquoi tu le dis à la fin? Dis-le au début. Les Bnei Israël, ils ont peur de mourir. La première chose que tu dois leur dire, t'inquiète pas, Hachem ilachem lachem. Akadosh Baruch Hu, il combattra pour nous. Mais non, Kalev ben Yefuné, la première chose qu'il dit, Vayomeru el kol adat ben Yoshua binoun et Kalev ben Yefuné, Asher avanu la Torota, Tova aretz meod meod. La terre, elle est bonne, mais c'est pas ça leur problème. Ils remettent pas en question la qualité de la terre. Ils remettent en question la possibilité d'Akadosh Baruch Hu de combattre avec eux, de se faire exterminer par le Hamalécite, les Kénaanim et ainsi de suite. Et lama. Et là qu'en vérité, Kalev ben Yefuné et Yoshua binoun, ils ont tout à fait compris le message de Moshe Rabbeinu, qu'il fallait les motiver avec Achila Veshtia. Il fallait les motiver avec Achila Veshtia. À partir de là, on va aller sur la conclusion du Shiur. Et cette conclusion, elle va être un peu terrible. Elle va être un peu terrible parce que on connaît la suite. Ce qui va se passer par la suite, c'est que les Bnei Israël, malgré tout, ils ne vont pas être convaincus. Ils vont dire non, on n'a pas envie. Yomeru kol haeda lirgom otam ba'avanim. On parlait leur langage, le langage de la Ta'ava, ils ont voulu les lapider. Ils ont voulu lapider, arrêtez de nous parler de ça. Et on voit que la punition qui a suivi par rapport à ça, c'est 40 années dans le désert. 40 années dans le désert. Ce qui s'est passé en fin de compte par rapport à la Ta'ava, c'est que c'est allé un peu plus loin que ça. Dans le sens où, tant que la faute finalement, elle nous concerne d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue presque pulsionnel, alors il y a encore quelque chose à faire. On peut encore parler le langage de l'émotion, de la pulsion, parce qu'on sait que le darat, il est cholette. On sait qu'au niveau cognitif, on sait qu'au niveau, au niveau cérébral, il y a encore une shlita. D'accord, ça nous arrive de nous laisser déborder par nos envies, par nos pulsions. Et c'est toute la sagesse de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il leur parle leur langage, il leur dit, il n'y a pas de problème, ça arrive. Vous comprenez ce langage, on va vous parler de ce langage. Par contre, lorsque la Ravera, lorsque la transgression, elle ne parle plus le langage du cœur, mais elle parle le langage des idées, alors là, il semblerait que ce soit irrémédiable. C'est-à-dire que notre rapport à la faute, lorsqu'il est émotionnel, lorsqu'il est pulsionnel, il y a encore quelque chose à faire. Tachlès, on est tous des hommes. Mais lorsque le langage de la Ta'ava ne suffit plus,
Le langage de la ta'ava ne suffit plus. Le langage de la sublimation ne suffit plus. Alors là, à partir de là, on a rationalisé la faute. On l'a intellectualisé. Lorsqu'on l'a intellectualisé, c'est plus possible. Vous allez rester dans le désert, vous ne pourrez pas rentrer en Eretz Israël. Les Béné Israël, lorsqu'on leur a parlé leur langage, je leur dis, mais vous-même qui étiez prêts à mourir pour des cailles, vous étiez prêts à mourir pour de la viande. Là, à ce moment-là, vous n'êtes plus capable de mourir, pour pouvoir profiter de la terre d'Eretz Israël. C'est vous qui parliez ce langage. Ah, et Lama, ça vient nous révéler, c'est un Giloui Milta, que quelque part, leur rapport ici à la transgression, il était passé à un autre niveau. C'était plus de l'ordre émotionnel, c'était plus de l'ordre pulsionnel. Ils ont peut-être intellectualisé ça. Et lorsque c'est intellectualisé, lorsque je suis capable de rationaliser une transgression, une digression, un échappatoire, lorsque je suis capable de lui donner toutes les raisons du monde et de me justifier, c'est que je me suis perdu dans le désert. C'est que je me suis perdu dans le désert. C'est ce que va leur dire Akadosh Baruch Hu, vous allez rester 40 années dans le désert jusqu'à tous mourir. Et uniquement Yehoshua Binoun et Kalev Ben Youfne pourront y aller. Lorsque la transgression, elle est plus de l'ordre émotionnel, pulsionnel, mais qu'elle touche plus le cœur, mais qu'elle atteint la tête, qu'elle atteint les idées, et qu'elle est rationalisée, c'est le signe qu'on s'est perdu dans le désert. C'est le signe qu'on est perdu dans le Midbar, et c'est exactement ce qui va se passer pour les Béné Israël. En tout cas, vous avez vu comment ensemble, dans un premier temps, on a essayé de décortiquer le texte pour en extirper un chidouche du pshat. Ce chidouche du pshat, c'est que c'est Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a demandé la qualité de la terre, la demande la plus inappropriée. Et à partir de là, lorsqu'on a compris qui avait demandé quoi, à l'origine certes, les Béné Israël, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, mais s'il y a une demande qui est l'initiative de Moïse, c'est la qualité de la terre. Pour le comprendre, le pourquoi, il a fallu rentrer dans une dimension psychologique dans un deuxième temps. Et cette dimension psychologique, elle nous a amené à comprendre que Moshe Rabbeinu a su parler leur langage. Il a su les comprendre, il a su se mettre à leur niveau. Et que même ça n'a pas marché. Raison pour laquelle, Vaïpol, Moshe et Aaron Alpenehem, ils sont tombés, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire parce que la transgression, l'envie, le manque de Emouna, il touchait plus le cœur en fait, mais il touchait la tête. Plus besoin de faire de Hotot ou Moftim, j'ai beau faire tous les miracles du monde, tous les miracles. Si je suis convaincu que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Paro le premier d'ailleurs, Pharaon lui-même le premier. Et donc dans un second temps, on a vu comment psychologiquement on pouvait expliquer le pourquoi de cette demande de Moshe Rabbeinu qui est inappropriée. Voilà. En tout cas, j'espère pouvoir avoir contribué à un éclaircissement sur la paracha de la semaine. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire. Merci pour tous ceux qui laissent des commentaires, notamment ça me donne beaucoup de courage pour continuer. Et bien, A'ezrat Hashem, qu'on puisse continuer à illuminer les versets de la Torah et le redécouvrir chaque semaine. Ba'agala Uizman Kariv et Mohamed.